Alors, pour notre prochaine séance, on va aborder la récidive. La récidive est un sujet qui revient très souvent dans nos discussions avec les femmes atteintes du cancer de l'ovaire. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Anne-Marie Knight, infirmière pivot à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, et Karine Besner, une sœur turquoise, qui partageront leurs connaissances, leur expérience vécue après et des conseils sur ce qu'ils ont vécu. Et en fait, on va vous donner des conseils sur ce que vous pouvez vous attendre après la chimiothérapie, comment être proactive en matière de suivi, à quoi s'attendre en cas de récidive, bien sûr, et qui sont vos alliés dans tout ce parcours. Un petit rappel ici que c'est sûr que vous aurez certainement des questions sur vos expériences personnelles, mais comme on l'a mentionné plus tôt, Anne-Marie ne sera pas en mesure de fournir des conseils individuels lors de la séance, mais pourra certainement répondre à des questions d'ordre un peu plus général. C'est sûr, si vous avez des questions qui sont très spécifiques à votre cas, on vous encourage d'en discuter avec votre équipe de soins. Donc, bienvenue et merci à Anne-Marie Knight et à Karine de se joindre à nous ce soir. Donc, avant de commencer, c'est sûr, j'aimerais que Anne-Marie et Karine puissent se présenter un peu. Donc, Anne-Marie, je te laisse la parole pour que tu puisses nous dire qui tu es, ton rôle et ton expérience en fait avec les femmes atteintes du cancer de l'ovaire. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Je suis infirmière pivot à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont dans l'est de la ville de Montréal. Je suis infirmière pivot depuis 2019, mais ça fait quand même depuis 2016 que je suis infirmière en oncologie. Puis je m'occupe de la clientèle de gynéco-onco, vraiment toutes catégories confondues, mais incluant le cancer des ovaires. Merci beaucoup, Anne-Marie. Karine, est-ce que tu voudrais te présenter et parle-nous de toi? Alors, bonjour tout le monde. Karine Besner, j'ai 53 ans. J'habite la magnifique région de Saint-Donat-de-Montcalm, donc dans les montagnes, dans la Naudière. J'ai été diagnostiquée d'un cancer de l'ovaire, stade de 3C, en octobre 2017. Et j'ai eu depuis 3 récidives. Donc, j'en suis pas à mon premier barbecue. Mais outre ça, je suis une fière maman de 2 enfants de 22 et 24 ans. Je suis une conjointe de 28 ans. Et ce que je faisais avant professionnellement, j'étais planificateur financière pour une institution financière. Et maintenant, j'œuvre comme patiente partenaire principalement au CHUM. Et ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir puis de partager ce que je vis. Merci beaucoup, Karine. Alors, Anne-Marie, je te laisse la parole. Dans le fond, la formule de ce soir, ça va être une présentation entrecoupée par des témoignages de Karine. Donc, Anne-Marie, à toi. Donc, je vais vous partager mon écran. S'il y a un problème, faites-moi signe. Donc, la présentation aujourd'hui, c'est vraiment pour vous parler d'un sujet tabou. C'est le mot qu'on n'ose jamais prononcer en oncologie, le mot en R, le Voldemort du cancer, la récidive. C'est un sujet qui malheureusement risque de vous toucher de près ou de loin. Puis malheureusement, on ne peut pas en ignorer l'existence. Donc, ça va être important de démystifier ça avec moi aujourd'hui. Donc, mon Dieu, ça n'avance pas. Donc, le but de ma présentation aujourd'hui, c'est vraiment de voir la récidive comme une histoire, le avant, le pendant et le après. Je vais commencer par vous présenter comment ça va se définir, la récidive en cancer de l'ovaire. Je vais vous expliquer aussi comment se déroule un peu le suivi par rapport à ça. Puis surtout après les traitements actifs de première ligne. Identifier aussi nos symptômes clés à surveiller. Explorer aussi comment notre état psychologique peut venir nous aider, mais aussi nous nuire dans notre parcours. Puis aussi comment apprendre à vivre la peur, comment apprendre à vivre avec la peur de la récidive. Puis surtout, là, quels seront nos outils, puis comment on va arriver pour s'y retrouver là-dedans. C'est sûr que ma présentation va être parsemée par le parcours unique de Mme Karine Besner, parce que malheureusement, même si l'équipe de soins dit qu'on vous comprend, on n'a
pas marcher dans vos souliers. Donc, c'est parfois important d'avoir un peu là, le pouls de nos patientes partenaires parce qu'ils ont quand même un vécu unique. Donc, premièrement, avant de savoir comment naviguer dans la récidive, il faut définir c'est quoi. Il y a plusieurs définitions là, qui peuvent venir résumer c'est quoi une récidive, mais en bout de ligne, ça reste la réapparition d'une cellule cancéreuse, soit au même endroit, soit dans une autre région du corps. Ça peut arriver pendant vos traitements, ça peut arriver tôt après vos traitements, mais des fois, ça peut arriver quand même plusieurs années après les traitements. Normalement, le risque de récidive va diminuer plus on avance dans le temps. Donc, on peut avoir une récidive qui est dite locale, donc au même endroit ou dans les tissus avoisinants. Puis là, des fois, mes patients me disent « Mais je ne comprends pas, j'ai été opérée, j'ai plus d'ovaires, comment je fais pour avoir un cancer des ovaires qui revient? » Mais des fois, c'est possible qu'il y ait des petites cellules ovariennes qui soient restées malheureusement et puis qui vont refaire un cancer dans la cavité pelvienne ou même dans le péritoine. On peut avoir des métastases, donc c'est des cellules de notre cancer des ovaires qui vont aller dans un autre organe, par exemple le poumon ou le foie. Ça ne signifie pas que c'est un nouveau cancer. Hein? Des fois, on entend souvent ça, là, j'ai un cancer du poumon. Non, c'est un cancer des ovaires qui a été faire des métastases au poumon, mais ce n'est pas un nouveau cancer comme soi. Par contre, si on a une suspicion, c'est important aussi dans notre investigation de bien aller définir ça serait quoi un peu l'origine de cette nouvelle masse-là pour avoir un bon plan de traitement. C'est pour ça aussi qu'en cancer de l'ovaire, je peux avoir autant une récidive que je peux avoir un nouveau cancer aussi, là. Aussi, malheureusement, une récidive, ça pourrait arriver quand même à plusieurs reprises. Fait que des fois, malheureusement, en cancer de l'ovaire, il faut voir ça aussi comme une maladie chronique. Il va falloir gérer les rechutes quand elles vont arriver. Donc, on s'entend que quand on parle de cancer de l'ovaire, il y a énormément de variables qui rentrent en ligne de compte qui peuvent augmenter mes facteurs de risque de récidive. Premièrement, il y a plusieurs types de cancer de l'ovaire. Il y a plusieurs stades aussi de la maladie. Un stade 1 versus un stade 4, ce n'est pas le même risque. Le grade aussi va venir jouer, va rentrer en ligne de compte. Puis aussi, est-ce que mon cancer il était localisé quand j'ai eu mon diagnostic ou c'était déjà avancé? Est-ce que j'avais de l'acide? Puis aussi, c'est important de voir aussi, ça a été quoi votre réponse à la chimiothérapie? Et évidemment, on ne peut pas passer à côté de c'est quoi l'âge de la patiente, malheureusement, et surtout son état fonctionnel. Faut garder ici en tête que c'est des facteurs de risque. Ça peut influencer le pronostic, la probabilité, la récidive. Ce n'est pas nécessairement une garantie non plus. C'est sûr que, par exemple, si j'augmente mes chances d'avoir une récidive selon le stade de la maladie, donc plus un stade est avancé, plus les chances d'une récidive sont grandes. Mais le but de ma présentation, ce n'est pas de vous exposer les statistiques par rapport aux récidives. Si vous êtes intéressé, c'est sûr qu'il y a le site de la Société canadienne du cancer qui donne quand même une image assez réelle de la situation. Mais aux yeux de Cancer de l'ovaire Canada et à mes yeux à moi, vous êtes plus que des statistiques. Donc, ce n'est pas le but de la présentation aujourd'hui. Donc, je laisse maintenant la parole à Karine pour qu'elle vous parle un peu de son vécu. Donc, je vais arrêter mon partage d'écran. Merci beaucoup, Anne-Marie. Karine, est-ce que toi, justement, pour qu'on puisse connaître un petit peu plus ton parcours, tu pourrais nous parler un peu des traitements initiaux que tu as eus et comment tes rendez-vous se passaient et tout? Alors, quand j'ai été diagnostiquée, ça s'est passé très, très rapidement. Donc, j'ai embarqué rapidement dans le protocole qu'on connaît, les fameux 6 traitements. J'écoutais les sœurs turquoise hier soir, puis je disais, moi aussi, j'ai vécu ça. Donc, j'ai eu les chirurgies. J'en ai eu une très, très grosse qui a inclus la chip. Alors, donc, j'ai eu le droit à ça. Vous ferez des recherches là-dessus, mais je ne veux pas prendre de temps. Mais quand même,
j'ai eu le droit au cocktail. Là, on a misé vraiment de façon très agressive sur combattre là, ce que j'avais. J'en avais partout. Donc, quand j'ai été opérée la première fois, j'avais beaucoup d'acide, j'en avais sur les poumons, c'était le party. Ça n'a pas traîné, j'ai été pris très, très à temps et j'ai très, très bien répondu à la chimiothérapie. Ça s'est très bien déroulé. Par après, au niveau donc, ça a été fait et les rendez-vous de suivi que tu me parlais, hein, je ne veux pas sauter. Alors, c'est sûr que on finit pas la chimiothérapie. nécessairement les rendez-vous de suivi, mais tu sais, comme quand tu as eu tes traitements initiaux, ces rendez-vous-là, comment ils se passaient? Ah, OK. Alors, je veux dire, c'était tellement un tourbillon, il fallait tellement agir vite que, sincèrement, j'ai été tellement dans l'action que j'ai de la misère à vous raconter ce qui s'est passé parce que c'est comme un accouchement, j'ai oublié. Parce que ça a été rapide, il fallait vraiment agir rapidement. Et donc, j'avais des rendez-vous de suivi, on mesurait, on monitorait. C'est ça que j'étais suivie très, très, très serrée. J'ai été pris en charge par le CHUM. Donc, il y avait beaucoup de monde d'équipe médicale autour de moi durant la première séquence, si je peux dire, là. Et est-ce qu'on t'avait mentionné le mot récidive? Est-ce que c'est quelque chose qui comme te trottait dans la tête? En fait, c'est différent de la façon qu'on m'a abordé ça. Moi, je suis tombée sur 2 médecins extraordinaires qui, en fait, moi, ça répondait à mes attentes. Alors, c'était des gens qui étaient extrêmement directs, précis, avec des attentes très, très claires. Donc, on n'a pas parlé de récidive, mais on a parlé de rémission. Et donc, on m'a bien expliqué que ce que je venais de passer, c'était une étape. Et que là, l'étape de rémission, on a besoin de faire du suivi, de faire un suivi serré. Et donc, c'est comme ça qu'on m'a bien expliqué que c'était clair, je n'étais pas guérie. Et on a pris aussi des engagements envers moi. Donc, j'ai eu une gynécologue, oncologue qui était extraordinaire et qui a été très directe et qui m'a dit, si tu veux continuer avec moi, Karine, il n'y a pas de cachette. Il faut absolument qu'on se dise les vraies affaires au bon moment parce que moi, je ne peux pas continuer, je ne pourrais pas t'aider ou t'accompagner vraiment de façon efficace si tu ne fais pas ça. Donc, voilà, ça résume vraiment ce que j'ai vécu dans cette période-là. Super. Et puis, est-ce que si je te pose la question, là, tu pourrais nous décrire ton état psychologique à ton dernier comme rendez-vous après ta première séquence de traitement? Je sais pas si ça. Après la première tempête. Oui, c'est ça. Donc, comment tu t'es sentie? Est-ce que tu pourrais nous l'expliquer un peu? C'est sûr que les après-traitements, sincèrement, je pense que la meilleure image qui pourrait représenter mon état d'esprit, c'est que j'ai eu l'impression que pendant tout ce temps-là, j'étais pris dans des portes tournantes, puis je tournais, et qu'à la fin, quand j'ai terminé mes traitements, j'ai eu mon rendez-vous de suivi pour voir si tout allait bien. C'est comme si je me suis sentie, pas parce qu'on ne m'a pas bien traitée, mais vraiment, moi, personnellement, je me suis sentie comme si j'étais projetée à l'extérieur du système de santé, donc en disant, hop, première étape, mais là, je me sentais dans le néant. Donc, ça a été une période, je dois l'avouer, qui a été extrêmement difficile pour moi au niveau psychologique. Fait que j'ai eu besoin beaucoup d'aide. J'ai eu la chance et l'opportunité d'avoir un bon employeur qui avait une compagnie d'assurance invalidité qui m'a offert, et ça, j'en remercie ciel parce que en prenant un recul pour bien me préparer à la rencontre, je réalise que c'est cette étape-là qui a été vraiment cruciale dans, c'est plate à dire, j'ai eu 3 récidives, mais dans le succès de mon histoire, de comment je peux passer à travers ça. Donc, c'est comment on m'a accompagnée dans la réhabilitation
qui a fait en sorte qu'il m'a donné beaucoup d'outils pour poursuivre. Merci beaucoup, Karine. Anne-Marie, je te laisse continuer. Parfait. Je vais juste m'assurer que j'ai bien remis mon micro. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Parfait. on t'entend. Donc, merci Karine pour ton histoire. Ben, ça résume un peu là, la présentation. C'est excellent. Donc, maintenant, on va parler du suivi. Les traitements sont finis. La première ligne de chimio est finie. On va dire qu'on a répondu soit partiellement ou complètement à notre chimiothérapie. Puis là, c'est là que le défi commence. Comme Karine l'a dit, c'est probablement le plus grand défi. Puis parfois, c'est souvent celui qui est le plus challengeant, l'attente. Oui, c'est hyper important. Vous devez avoir un suivi post-traitement. C'est sûr que le suivi va varier selon votre stade puis selon votre type de cancer. Ça va aussi varier aussi selon le centre hospitalier. C'est sûr que si vous êtes sur un traitement après ça d'entretien d'inhibiteurs de PARP, le suivi est vraiment différent. Je n'embarquerai pas là-dedans aujourd'hui parce qu'on pourrait faire une présentation complète là-dessus, mais ce n'est pas le but de la présentation. En général, par exemple, vous allez avoir des suivis souvent après votre chimiothérapie pour voir comment ça va. Ensuite, ça va être des suivis aux 3 mois dans les premières années. Puis après ça, quand ça va bien, bien, le but, c'est d'espacer ces suivis-là aux 4 à 6 mois pour les années suivantes. Puis après ça, une fois par année quand tout va bien. C'est sûr que c'est justement cette période qui est difficile-là parce qu'on a été tellement présent avec vous, autour de vous pendant vos traitements. Mais il ne faut pas oublier que dans cette attente-là, l'équipe de soins, elle est encore là. Entre vos rendez-vous, on est encore là. Fait qu'il ne faut pas hésiter là, d'appeler votre infirmière pivot ou même la secrétaire de votre oncologue là, si jamais il y a quelque chose qui vous inquiète pour pouvoir avoir un rendez-vous. Puis surtout, s'il n'y a pas de rendez-vous de suivi, puis on avait dit qu'on allait vous voir, bien, il y a peut-être une petite problématique. Fait que c'est important d'avoir ces suivis-là. Et s'il y a un retard, c'est important aussi de nous le faire signaler. Puis comment on va assurer ce suivi-là? Bien, premièrement, c'est sûr que si vous avez eu un cancer des ovaires, le CA 125 ne vous est pas inconnu. Sinon, pour les autres auditeurs, la CA 125, c'est une prise de sang. C'est vraiment le marqueur tumoral du cancer de l'ovaire, mais ce n'est pas spécifique non plus juste au cancer de l'ovaire, donc ça ne pas perdre de vue. C'est vraiment là, ce qui est le plus facile, le plus accessible, surtout le moins coûteux à faire comme première étape. Il faut toujours le prendre avec un petit grain de sel parce que parfois on dit qu'il est parlant, des fois on dit qu'il n'est pas parlant, le CA 125. Donc, c'est vraiment là, en fonction de la moyenne de la patiente, puis surtout s'il y a une hausse soutenue dans le temps qui fait en sorte qu'on va peut-être pouvoir aller faire d'autres imageries pour venir confirmer s'il n'y a pas une récidive. Puis surtout dans les stades précoces du cancer de l'ovaire, ben, il ne va peut-être pas fluctuer aussi intensément qu'à l'annonce du diagnostic. Souvent, il est utilisé aussi pour un peu calmer les angoisses, par rapport à la peur de la récidive, si jamais il y a des symptômes, c'est souvent la première étape qu'on va faire pour s'assurer que tout est correct. Ou sinon, ça peut être un motivateur pour aller pousser l'investigation. Un CA 125, ça ne donne absolument rien de le faire à chaque semaine parce qu'il peut avoir des petites variations normales dans le temps. En moyenne, une fois par mois, puis après ça, l'espace aux 3 mois, c'est correct et toujours en fonction de... Le résultat va être analysé en fonction de votre moyenne à vous. Aussi, moi, je suggère à mes patients de toujours faire le CA 125 dans le même centre hospitalier parce que des fois, il peut y avoir des biais d'un centre à l'autre. Pour éviter là, des fausses hausses ou des fausses baisses, c'est important de faire toujours ces prises de sang dans le même centre. Idéalement, ça va nous prendre des imageries. Donc, c'est sûr, s'il y a une hausse soutenue du CA 125 ou j'ai des symptômes qui sont un peu plus importants ou alarmants, là, on va demander directement des imageries. Souvent, c'est des scans abdo-pelviens thoraciques, mais ça va vraiment dépendre de c'est quoi le symptôme. Par exemple, si on a une suspicion que la patiente a un épanchement pleural qui est vraiment du liquide autour des poumons, bien, parfois, un rayon X, c'est quand même très facile et accessible d'avoir aussi. C'est vraiment du cas par cas.
Oui, il y a des délais d'imagerie. C'est un peu le nerf de la guerre présentement dans le système de santé au Québec. C'est un enjeu crucial. Malheureusement, c'est parfois inévitable. Donc, c'est important que si on vous a dit qu'on faisait un scan dans 3 mois puis que ça fait 6 mois, c'est pas normal, il faut que quelqu'un soit au courant. Donc, je relaisse la parole à Karine si elle veut nous parler un petit peu là, de son suivi spécifique. Merci beaucoup, Anne-Marie. Oui, Karine, est-ce que tu peux élaborer un petit peu plus sur tes rendez-vous de suivi et aussi comment tu te préparais pour ces rendez-vous de suivi-là si tu faisais quelque chose en particulier? Oui, bien sûr. Donc, exactement comme Anne-Marie disait, j'ai eu les suivis aux 3 mois et de CA 125. C'était ça. Donc, j'ai eu des scans aussi, mais j'en ai pas eu à profusion. Mais c'était surtout le suivi du CA 125 aux 3 mois avec une visite avec la gynéco-onco. Je reviens sur, on avait pris un engagement, elle et moi, à avoir aucune cachette. Mais on sait que ce sont des gens très occupés et je me suis donc préparée à mes rendez-vous. Et ce que je faisais, c'est un outil que j'ai trouvé justement en fouillant sur Cancer Ovaire Canada. J'ai trouvé de la littérature et c'était vraiment c'est comme un self-scan qu'on fait de soi-même. Et ça, j'ai été très rigoureuse et je l'ai fait à tous les jours, vraiment. Et pour que quand j'arrivais à mon rendez-vous, bien, ce que je ressentais, c'était très, très clair, c'était très précis. Je savais exactement où est-ce que ça se produisait. J'étais capable de dire la fréquence à laquelle ça se produisait et combien de temps ça durait dans le temps. Le fait que je faisais ça, puis aussi mon médecin, elle avait la grande capacité puis le courage, je pense, même quand ils ont un rendez-vous ils ont des rendez-vous très, très chargés, un agenda très chargé. Elle avait le courage, moi je dis que c'est le courage, de me poser des questions ouvertes. Mais le fait que j'étais préparée et puis qu'elle était prête, elle avait une très bonne écoute, ça a fait que nos rendez-vous étaient hyper efficaces. Et donc, on a monitoré, elle n'a jamais, comment je pourrais dire, banalisé ce que je lui disais. Et ça, c'est encore avec le recul, je m'aperçois que ça m'a aidé énormément. Ça l'a aidé aussi son travail, puis on a sauvé beaucoup de temps. Alors, dans le fond, c'est vraiment d'être à l'écoute de ton corps et de prendre des notes pour pouvoir justement présenter ce que tu ressens comme symptômes à ton médecin. Oui, mais d'écouter les bonnes choses. Ça arrive des fois que ça peut être d'autres choses, puis que ça va arriver une fois. Il ne faut pas oublier, moi, j'avais eu une chirurgie très importante, majeure, qui a duré 13 heures. Donc, aller se promener là-dedans, puis de tout refermer ça, puis que ça soit intact, c'est un peu utopique. Donc, c'est normal aussi que je ressentais certaines affaires. Donc, il fallait vraiment, pour moi, me rassurer. Puis, à ce moment-là, je n'avais pas d'infirmière pivot pour toutes sortes de raisons. J'ai comme tombé en limbo, mais c'est bien correct parce qu'une chance, j'ai fait ça, parce que j'avais aussi une équipe de réhabilitation qui m'a vraiment aidée à faire cet exercice-là, justement pour m'enlever cette aura-là que j'avais. On ne parlait pas de guérison, là. C'était. J'avais encore des choses à faire avant de dire que j'étais guérie. Tu amènes un bon point, en fait. Comment tu fais pour être à l'écoute de ton corps, mais sans trop t'en faire, sans trop associer chacun des symptômes, mettons, au cancer de l'ovaire. Dans le fond, c'est vraiment en prenant des notes, puis là, tu vois que ce symptôme-là revient à telle fréquence, donc c'est peut-être quelque chose de grave. Donc, c'est vraiment la prise de notes qui est importante, si je comprends bien. Oui, en fait, je vais vous le partager parce que moi, c'est encore très, très bénéfique aujourd'hui. Je le fais à moins grande fréquence. Je suis quelqu'un d'intense, je l'avoue, mais je suis convaincue que ça a été gage de succès. Ça a été de prendre un recul puis d'être capable de faire un scan. On appelle ça un self-scan, c'est-à-dire comment je me sens physiquement. Mais je l'ai fait à tous les jours. Puis pas une thèse de doctorat, juste un mot. Je me sens bien. Bien, je me sens bien. Donc, 2, au niveau émotif, parce qu'effectivement, je pouvais ressentir des choses
physique, mais qui était liée à toutes sortes d'affaires. Donc, au niveau émotif, comment je me sentais. Au niveau relationnel, avec qui j'avais été en relation. Quand je laissais mon esprit aller, à quoi je pensais. Et après ça, qu'est-ce qui me donnait une paix d'esprit. Donc, en travaillant ça, ces points-là, de façon très régulière, ce que ça a fait, c'est que je n'ai pas accordé tout mon temps sur tous les symptômes ou toutes les choses qui pouvaient se passer sur moi. Là, c'est très beau, c'est très jojo, mais j'ai eu des hauts et des bas, mais quand même, avec le recul, c'est vraiment ça qui m'a aidée. Merci beaucoup de nous avoir partagé ton conseil. Anne-Marie, je te recède la parole pour continuer. On ne t'entend pas. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, on t'entend. Ah, bravo. On n'aura rien appris depuis les 3 dernières années de pandémie. Donc, merci Karine. Dans le fond, ça m'amène un peu à parler là, des symptômes à surveiller. J'aime bien l'outil dont Karine parlait, mais on surveille quoi au juste en fait? J'ai mis une liste quand même qui est peu exhaustive. Il y a quand même un côté qui est des fois assez ratoureux du cancer des ovaires aussi. Rappelez-vous, c'était quoi aussi au diagnostic? C'était des symptômes des fois vagues, c'était des symptômes parfois, il n'y en avait pas nécessairement. Est-ce que ça a été une découverte surprise? C'est pas vrai là, que c'est toujours avec le ventre plein d'acide et les gros symptômes, mais ce n'est pas toujours comme ça. Donc, ma présentation elle va être enregistrée. Donc, je vous laisse le temps aussi de prendre le temps de faire pause et de les relire. Donc, c'est sûr que ça peut devenir des symptômes qui sont un peu tout et rien à la fois. Donc, ça devient difficile justement de ne pas paniquer avec ça. C'est aussi des symptômes qui peuvent être indicateurs d'autres choses. Hein. Comme Karine le dit, là, si vous avez eu l'opération, une chip, oui, ça perturbe un peu votre intérieur. Donc, si vous avez de la constipation ou de la diarrhée, ça se peut que ça soit relié à l'opération, puis ce n'est pas nécessairement une récidive. Des troubles urinaires, ça peut juste être lié à une infection urinaire. Ça se peut que vous soyez encore fatigué après vos traitements. Ça se peut que la fatigue dure longtemps après vos traitements aussi. Donc, il y a quand même il peut y avoir d'autres causes aussi que juste une récidive. Mais, par exemple, ça ne veut pas dire que ce n'est pas important de ne pas s'en soucier. C'est important de nous aviser parce que c'est vraiment notre rôle aussi de bien évaluer les symptômes, surtout si ça perdure dans le temps. Puis des fois, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire le lien peut-être avec un CA 125 ou une imagerie là, pour s'assurer qu'il n'y a rien de grave qui est en train de se passer. Donc, Karine, je te laisse la parole, mais je pense que tu en avais parlé. Fait que je ne sais pas si tu avais d'autres choses à rajouter. Je pense qu'on l'avait abordé, mais Karine, si tu as quelque chose à rajouter, à toi la parole. Bien, en fait, dans les symptômes que j'avais, moi, ça a été différent de ce que j'ai vécu, exactement le gonflement, l'acide, tout ça. Ça n'a pas été du tout ça. Ça a été des brûlements d'estomac. Mais tu sais, si j'en avais pas parlé, on n'aurait jamais fait le lien parce que mon médecin a été prise par surprise. Il y a eu une petite montée du CA 125, mais encore là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y en est? On ne sait pas trop. Il y a eu tellement de choses qui sont passées à l'intérieur. Donc, il a fallu vraiment qu'on monitore plus précisément avec des scans, avec des IRM. Mais si je n'avais pas parlé, puis j'étais restée juste sur qu'est-ce que j'avais vécu à ma première, mes symptômes, on aurait peut-être passé à côté et on aurait peut-être attendu un petit peu trop longtemps. Là, on agit très, très, très rapidement. Là, mon CA 125 n'était pas haut, mais il n'y avait pas des... C'était sans équivoque là, qu'il y avait une récidive. Là. Donc, on a pu intervenir à temps. Là. Fait que c'était très, très différent ce que j'avais comme symptômes. Merci beaucoup, Karine. Anne-Marie, je pense que tu peux continuer. Parfait. Fait que, dans le fond, OK, mon écran est partagé. Donc, c'est du jonglage. Hein? Donc, et maintenant, comment qu'on va vivre avec cette peur de la récidive-là? Premièrement, je pense qu'on ne va jamais vous le dire assez. Avoir peur, c'est
normal. C'est normal, c'est normal, c'est normal. Vous avez vécu probablement une des pires choses de votre vie, un des plus gros défis aussi. Donc, de penser qu'un jour, ça pourrait revenir, c'est un petit peu normal d'avoir la peur au ventre, là. C'est normal aussi d'avoir des poussées justement de peur, surtout avant un examen, avant un rendez-vous médical ou surtout même si avant un anniversaire, comme exemple, ça fait 1 an de mon diagnostic, mais ça se peut que cette petite peur-là elle revienne faire surface. Puis parfois, le degré de peur n'a parfois pas un lien non plus avec le risque réel de la récidive. C'est juste qu'il ne faut pas que cette peur-là vienne nuire à votre qualité de vie. On s'entend que si vous avez fait les traitements ou quoi que ce soit, avoir un cancer, vous êtes battu pour survivre et donc pour vivre. Donc, il ne faut pas que cette peur-là vous empêche justement de vivre votre vie. Attention justement aux spirales. C'est drôle parce que Karine a fait un peu la symbolique de la porte tournante tantôt, puis moi je parle de spirale. Souvent qu'on croit qu'on va gérer notre peur et nos angoisses, mais des fois on le fait juste sur du court terme. Par exemple, j'ai mal au ventre, c'est sûr que mon cancer il est en train de revenir, c'est sûr que je récidive, je ne peux pas revivre ça, j'ai peur. Puis là, dans le fond, la spirale, les émotions négatives embarquent. Fait que là, des fois, ce qu'on va faire, c'est soit carrément éviter de penser à ce symptôme-là ou justement, on va aller chercher cette rassurance-là. Ça me prend des scans, ça me prend des CA125 pour venir se faire rassurer là, énormément pour justement venir calmer cette angoisse-là. Mais c'est sûr que c'est comme un peu mettre un pansement sur une jambe cassée, là. La spirale, c'est des solutions à court terme, mais qu'on n'a pas vraiment eu des stratégies d'adaptation efficaces pour bien vivre avec cette peur et cette angoisse-là, de cette incertitude qui est reliée à la récidive. Fait que oui, malheureusement, cette peur-là va revenir, puis plus je vais avancer dans le temps, plus qu'elle risque de devenir un peu omniprésente. Une autre manière de voir aussi l'impact de notre psychologique aussi dans la peur de la récidive, malheureusement, on est souvent nos propres ennemis. Le fameux « faut que je sois positive », c'est souvent une pression que les patientes se mettent sur les épaules. Il faut absolument que je sois positive, c'est comme ça que je vais guérir du cancer, mais là, maudit que c'est difficile, je ne peux pas rester positive. Puis là, l'anxiété embarque. Puis là, on se met de la pression sur soi-même, puis maudit, c'est sûr que je vais avoir une récidive du cancer. Puis là, en plus, on vient joindre de la culpabilité là-dedans. C'est sûr, ça va être de ma faute si j'ai une récidive parce que je n'ai pas été positive. Et que ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres de comment on peut être ses propres amis puis comment notre psychologique peut venir nous nuire dans comment on va vivre cette angoisse-là. Je viens de vous dire que la peur est normale, mais par contre, des fois, elle n'est pas normale. Si on désire des CA125 de manière régulière et surtout hors suivi là, pour se rassurer, qu'on nécessite là, des suivis, des évaluations puis des rendez-vous là, entre les suivis indiqués, qu'on se surveille constamment aussi là, puis qu'on suranalyse nos symptômes. Karine l'a dit tantôt, là, elle s'est faite un peu là, son body check une fois par jour, mais il faut être à l'écoute de son corps, mais il ne faut pas tomber dans quelque chose d'extrême non plus, ce qui est quand même, la ligne peut être mince. Donc, c'est sûr qu'il faut faire attention quand la peur elle va devenir intrusive. Puis qu'à cause de l'anxiété, là, des fois aussi, juste le fait d'aborder certains sujets comme le mot maladie, comme le mot en R, le mot récidive, il y en a qui veulent juste carrément pas entendre parler de ces sujets-là parce que ça leur donne trop une bouffée d'angoisse. C'est aussi de ne pas se permettre de vivre certaines émotions heureuses parce que je me dis, si ça va revenir, pourquoi je me permettrais d'être heureuse? C'est des fois, ils veulent pas se permettre de vivre des émotions positives par peur que ça soit une fausse joie, dans le fond. Puis c'est vraiment, il faut voir ça comme un continuum qui va souvent de l'anxiété qui peut être parfois extrême à de l'évitement complet de la situation. C'est vraiment variable d'une personne à l'autre. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on a peur? C'est facile à dire qu'il faut faire attention à la peur intrusive, mais on fait quoi quand elle arrive? Premièrement, de le reconnaître
que cette peur-là, elle est intrusive, c'est vraiment la première étape. Il faut se poser aussi les questions de comment cette peur-là va impacter votre quotidien. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide aux besoins, puis surtout s'adresser aux bonnes ressources. Par exemple, un psychologue, là, ça peut être un allié hyper important dans ce parcours-là. Puis justement, il y a certaines patientes qui n'en ont pas eu besoin de soutien psychologique pendant les traitements, mais dans l'attente, ça vient le moment critique où est-ce que justement la gestion de cette peur-là devient difficile. Aussi, puis ça, j'ai adoré ça quand Karine elle a dit ça, de se préparer au rendez-vous. Des fois, de poser les bonnes questions, puis surtout d'être prête à entendre la réponse aussi, là, ça peut venir calmer ces angoisses-là. Puis là, c'est sûr que je ne peux pas vous cacher qu'un esprit sain dans un corps sain, ça aide, ça ne date pas d'hier. Donc, c'est sûr que si vous avez une bonne hygiène de sommeil, une bonne alimentation, vous allez vous changer les idées à l'extérieur, faites un peu d'exercice, bien, c'est sûr que ça va aider pour le moral. Puis maintenant, ben, on fait quoi quand on perd carrément le contrôle de cette peur-là? En fait, je devrais dire quand la peur vient nous contrôler. Ça peut donner place à des comportements ou des émotions anormales comme de l'anxiété, de la dépression, de l'insomnie, puis même voir des symptômes physiques comme la palpitation, le cœur qui débat, de la diarrhée, des sueurs froides. Puis c'est là, à ce moment-là, là, qu'on peut venir un peu peut-être solliciter l'équipe de soins de manière démesurée ou carrément éviter notre équipe de soins parce que je ne veux pas les voir, c'est sûr qu'ils vont m'annoncer que je suis en récidive. Votre vie commence à tourner autour de la peur, puis ben là, c'est là qu'on oublie de vivre justement parce qu'on ne vit que pour sa peur. Puis aussi, personnellement, moi, quand mes patientes m'appellent, puis que des fois, il faut que je me questionne aussi, est-ce que la peur devient mon symptôme à gérer, puis qui va être aussi important que si je gérais un symptôme physique. Donc, nous aussi, comme équipe de soins, il faut être vigilant à cette peur-là parce qu'il faut l'adresser comme tout autre symptôme chez nos patientes. Je ne vous le dirai jamais assez, vous n'êtes pas seul dans ce parcours-là, dans cette attente-là, vous n'êtes pas tout seul. J'ai parlé de demander aux bonnes ressources. C'est sûr que le psychologue va vous aider, mais sincèrement, les espaces de patients partenaires, les groupes de soutien, des fois de se tourner aussi vers ses proches, vers ses pairs, c'est du monde qui ont marché dans vos souliers, qui ont une idée, qui peuvent vous aider de comment partager vos expériences, comment démystifier justement cette récidive-là, comment naviguer dans le système de santé quand on a l'impression qu'on s'est fait lancer dans le néant. C'est un soutien qui va un peu transcender des fois ce que l'équipe de soins pourrait vous offrir. Par exemple, j'ajoute juste la petite bémol que tout le monde est unique, tout le monde a un parcours unique. Donc, c'est sûr que des fois, d'en parler, ça peut aider, mais il ne faut pas se comparer à 115% non plus. Aussi, ben, des fois, d'aller chercher l'information, c'est un peu de se redonner le pouvoir, en fait, là, dans nos connaissances, surtout sur la maladie, sur la récidive qui peut survenir. Ça aide aussi à mieux se préparer au rendez-vous. Ça aide aussi à mieux savoir quoi chercher dans vos symptômes. Ça permet aussi de venir apprivoiser cette peur-là. Là. Ça va augmenter aussi la communication avec vos infirmières pivots puis vos médecins. Quand on parle de sources d'information, bon, je suis honnêtement très heureuse de savoir que 93% des sources d'information des patients, c'est les professionnels de la santé. Ça me fait chaud au cœur. Mais par exemple, dans le graphique, on peut voir qu'il y a quand même 44% des patients qui vont chercher leurs informations sur le web. Par exemple, ça vient avec un petit bémol parce qu'il y a énormément de sources d'informations sur le web, puis ils n'ont pas toutes la même fiabilité puis les mêmes informations. Donc, il faut toujours aller chercher de l'information et avoir un regard critique sur ce qu'on lit. C'est sûr que je veux de l'information qui est d'une source valide, crédible, fiable, mais aussi qui est vérifiable. Moi, si on me demande qu'est-ce que je cherche sur le web, j'essaie toujours de voir ce petit logo-là, le OnCode, qui est le Health on the Net. C'est vraiment une source que ce site-là offre des informations qui respectent certains principes de déontologie, donc une certaine crédibilité des infos que vous pouvez y lire.
Donc, je laisse la parole à Karine pour qu'elle puisse me parler des émotions qu'elle avait vécues dans sa récidive. Merci Anne-Marie, c'est tellement pertinent et important d'avoir ce genre d'informations-là. Oui, Karine, maintenant, si tu veux nous parler un peu de comment tu as vécu ça, tes émotions, on a beaucoup parlé de peur. Est-ce que la peur était quelque chose que tu vivais? Si oui, comment tu l'as vécu? Si on parle avant la récidive, donc toute cette période de réhabilitation-là, moi, c'est bête, mais c'est à chaque fois qu'il y avait une personnalité connue qu'on entendait qui décédait d'un cancer et que j'entendais tout le temps a perdu sa bataille, j'étais à bout. C'est sûr que ça venait me chercher. Puis, ça me ramenait à dire, ouais, ben, elle n'est pas fini ton voyage n'est pas fini, là. Fait que ça, je trouvais ça difficile. Puis aussi mon état d'esprit dans lequel j'étais. Donc, j'ai eu besoin d'un psychologue parce que, sincèrement, c'est pas les traitements, c'est pas la première aventure qui a été difficile, c'est vraiment comment gérer justement qu'est-ce que je fais avec tout ça, qu'est-ce qui est arrivé. Puis, ce qu'on m'expliquait, c'était un choc post-traumatique qu'il fallait absolument soigner et que ma médecin m'avait aussi dit. Et je remercie le ciel, elle m'a dit, c'est pas banal ce que tu as vu. Il va falloir que tu répares ça, il va falloir que tu t'apprennes à vivre avec ça, donne-toi le temps. Donc, grâce aussi j'ai eu d'autres soins qui sont venus m'aider, donc un soin psychologique, un soin en ergothérapie pour m'apprendre à vivre avec ma nouvelle façon d'être, donc des problèmes, des défis cognitifs, l'organisation du travail. Tout ça a fait que je ne suis pas restée dans la peur longtemps parce que j'étais bien occupée. Mais est-ce que j'ai eu cette sensation-là? Bien sûr. Et surtout près des rendez-vous, près des résultats. Je ne le verbalisais pas tout le temps. J'avais des signes de nervosité, des grands signes d'impatience. Parlez-en à mon conjoint. Donc, vraiment, je suis quelqu'un d'énergique puis que ça paraît. Quand ça va très bien, ça paraît, mais quand je suis fâchée, ça n'arrive pas souvent. Mais quand je vivais ces émotions-là, ça transperçait puis j'avais du mal à me contenir. Maintenant, est-ce que tu veux que je me rende à la récidive ou on en parle? Tu peux, vas-y. T'es bien parti, alors OK. vas-y. OK. Donc, c'est sûr que quand, tu sais, au niveau des symptômes de la récidive, j'en ai parlé, on a monitoré et là, le verdict arrive. Et malheureusement, mon médecin aussi a été prise par surprise. Donc, s'en allait lire le scan de façon, bon, ça a monté, mais bon, mais ne s'attendait pas du tout à voir une récidive où est-ce que j'en avais une qui était à un endroit très particulier, qui était à l'estomac. Et oui, c'était le cancer de l'ovaire qui a fait des métastases à cet endroit-là. Et donc, là, c'est comme si c'était le jour de la marmotte qui arrivait. Donc, reçois ça. Et là, ça se confirme. Tu sais, tout ce qu'on m'a dit, t'es pas guéri. Ben là, regarde, c'est arrivé. Et là, j'ai reçu cette masse-là au visage. Toutefois, je suis convaincue que le travail que j'ai fait en réhabilitation m'a vraiment aidée puis soutenue et je me suis mis tout de suite dans l'action. Et c'est là que j'ai pas été beaucoup sur Internet pendant cette période-là. J'étais trop occupée. J'étais trop occupée à regagner mon travail, à me réhabiliter, que j'ai très peu consulté. C'est quand j'ai eu le diagnostic de la récidive que là, on m'a proposé des protocoles de recherche. Là, ça l'a bougé. Et là, c'est une maladie chronique. Là, c'est vu différemment. Et là, on change complètement le langage. On n'a pas la même attitude de hey, on rentre là-dedans comme un bulldozer, puis on va te soigner, puis on va. Là, c'est une autre approche en disant OK, voici sa récidive, voici comment on peut traiter ça, voici ce que je te propose. Donc, il a fallu que je me ramène vite parce qu'il a fallu que je me remette en action rapidement.
parce qu'on ne pouvait pas attendre, là. C'était, on se relève les manches, puis on prend... moi, il n'y avait pas d'ambiguïté, c'était je reprends la chimiothérapie. Mais c'est là que j'ai découvert Cancer Ovaire Canada, parce que j'ai commencé à faire des recherches et heureusement, je suis tombée sur le site. Puis là, j'ai trouvé plein d'informations. Plein d'informations que j'étais là, ben voyons. Donc, j'ai demandé toujours avec vous, la fameuse trousse. J'ai vu aussi comment ça se passait, les protocoles de recherche. Bref, j'ai eu accès à mon sens, beaucoup d'informations de qualité. Puis après ça, j'ai vu une petite boîte de dialogue où est-ce que j'ai pu aller cliquer, puis en faisant même faire des fils de recherche, en parlant de récidive, en parlant d'un certain type de chimio qu'on me proposait, protocole de recherche. Et là, ça me permettait d'aller voir des discussions. Je n'ai pas participé, ce n'était pas ça que j'avais besoin, mais je voyais ce qui était échangé et ça m'a aidé. Ça m'a tempéré. Je n'étais pas toute seule à vivre ça. Puis, il y avait des choses qui se faisaient. C'était pas une finalité, là. Il y avait un plan de match. Puis ma médecin a dit, bon, on est rendu là, voici ce qu'on a. Puis elle avait des cartes dans son jeu, puis regarde où est-ce qu'on est rendu. Et ça m'a vraiment aidé et de me mettre dans l'action rapidement. Mm-hmm. Si je comprends bien, c'est vraiment au moment de ta récidive que ton besoin d'information s'est développé. Je veux dire, quand tu as eu ton diagnostic initial, tu n'avais pas tant ce besoin-là d'aller chercher de l'information, mais c'est vraiment au moment de la récidive que, comme tu as voulu t'informer, connaître ce qui existait, puis c'est là que tu as découvert, entre autres, Cancer de l'Ovaire Canada. Exactement. Oui. Ouais. Au diagnostic, il y avait un gros sentiment d'urgence parce que c'était gros ce que j'avais. C'était hyper envahissant. Fait que moi, je me suis mis dans un mode, ben, on y va, on fonce là-dedans. C'est plus certaines personnes, des amis qui cherchaient. Je parlais, puis elle allait chercher. Mais sinon, c'est ça. Mais dans la récidive, là j'ai vu que c'était un autre univers là, qui se présentait à moi. Et c'est sûr que ça confronte à un paquet d'affaires, à revoir tes amis, tes proches, tes enfants, de réexpliquer ce qui arrive et de gérer leur inquiétude, de gérer leur... on le voit, là, le visage déconfit, et puis là, ils ne savent pas quoi dire, ils ne savent pas quoi faire, et avec raison. Là. Donc, ça a été extrêmement exigeant là, pour moi. Merci beaucoup, Karine. Je redonne la parole à Anne-Marie pour qu'elle puisse continuer. Donc, merci. Ça ne sera pas long, je repartage mon écran. Donc, maintenant, je vais aborder un peu le après, justement. La nouvelle est tombée, la récidive est arrivée, le mot en R arrive. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est quoi les prochaines étapes? C'est sûr que là, ben justement, votre équipe de soins, là, ça va être un branle-bas de combat là, pour vraiment établir un plan de traitement qui va être établi selon les meilleures pratiques en sciences du cancer de l'ovaire, surtout les lignes directrices actuelles, surtout aussi avec le jugement de votre oncologue, mais aussi avec vous, parce que vous êtes quand même la personne centrale au plan de traitement. Souvent, on va voir de la chimiothérapie, mais de plus en plus, protocole de recherche. Est-ce qu'on a besoin de refaire une opération ou des fois, même une surveillance active peut être un traitement en soi. Il y a plusieurs facteurs qu'il faut prendre en considération pour établir un bon plan de traitement quand même. Et le choix de la patiente, des fois, en est un. Dans le fond, il y a aussi un facteur qui va être en considération, surtout si on redébute la chimiothérapie. Dans le fond, les sels de platine, en fait. Si vous avez eu la chimiothérapie pour un cancer de l'ovaire, si je vous dis carboplatine, probablement que ça vous dit fortement quelque chose. Donc, si on est sensible aux sels de platine, ça veut dire que ma récidive arrive 6 mois après mon dernier traitement. Si je suis résistante aux sels de platine, la récidive va arriver moins de 6 mois et des fois, je peux juste être carrément réfractaire aux sels de platine, ce qui veut dire que la progression arrive en cours de chimiothérapie. Ça aussi, ça a une valeur quand même aussi prédictive là, sur les risques de récidive. Donc, on va quand même utiliser un de ces facteurs-là justement pour notre choix de traitement.
Et bien sûr, vous pouvez passer par une gamme multiple d'émotions. Là. On est vraiment au-delà des 5 émotions, comme on voit souvent dans l'annonce d'un deuil ou d'une maladie, qui est le déni, la colère, le marchandage, la dépression et l'acceptation. C'est tellement plus complexe que ça. C'est que ça va carrément du choc à une sensation d'isolement, dépression, espoir aussi. Vraiment, là, il y a quelque chose de très unique dans les émotions de tous et chacune. Mais encore une fois, vous n'êtes pas seul là-dedans. Vous avez une équipe de soins autour de vous. Vous avez il peut y avoir un groupe de soutien, des pairs, des espaces partenaires, votre infirmière pivot. Carrément juste psychologue, soutien spirituel. C'est important d'aller chercher ces alliés-là pour venir vous aider, pour aussi peut-être briser cette sensation d'isolement-là que vous pourriez ressentir. Donc, je laisse la place à Karine juste avant de conclure, voir si tu avais d'autres choses à rajouter par rapport à ça. Oui, Karine, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Entre autres, mettons, est-ce que tu trouvais que ton équipe de soins était ouverte aussi à ce que tu leur parles de comment tu vis ça? Est-ce qu'il y avait une certaine ouverture de leur part? Tantôt, tu disais que ton équipe de soins était vraiment super, alors peut-être juste élaborer un petit peu sur ça. À ma récidive, j'ai eu une nouvelle infirmière pivot et maintenant, moi, je suis une fan finie des infirmières pivot. Le travail qu'elle a fait a tellement aidé parce que le bilan qu'elle a fait de la personne qui était en avant d'elle. Donc, c'est pas juste au niveau médical, c'est vraiment, elle a couvert tous les aspects de ma vie. Et ça fait en sorte que pour moi, j'ai pu aussi prendre une pause avec elle puis regarder tout ce que j'avais fait, tout ce que j'avais accompli, tout ce que j'étais. Et ça m'a aidé. On a eu vraiment des conversations franches, honnêtes. Et je l'ai encore, cette infirmière-là. Ça m'a vraiment aidée. Et elle m'a suivie dans mon parcours. Et on a pu même échanger sur des choses qui étaient pas du tout médicales, mais que j'ai validées avec elle. Donc, c'est vraiment une carte qui est tombée dans mon... en fait, un outil qui est arrivé dans mon coffre d'outils. Je ne banalise pas l'infirmière pivot au début, mais l'infirmière pivot au début, on s'en allait all-in, là. Fait que donc, on n'avait pas le même topo. Donc, cette personne-là savait où est-ce que j'étais au niveau de la récidive et donc, j'avais besoin d'être guidée. Et là, oui, des fois, je pouvais appeler en disant « j'ai peur c'est overreact par rapport à ce que j'avais, mais j'avoue que le bilan qu'elle a fait, et ça, je pense que c'est le meilleur conseil que je pourrais donner, cette rencontre-là, quand vous la faites, elle est super importante. Parce que c'est comme ça que tu vas bâtir et tu vas moi, personnellement, j'ai monté mes assises pour faire face à ce qui se présentait avec moi. Et ça, je parle de la première, mais j'en ai eu deux. Je suis encore en traitement, je suis en 3e récidive et je suis encore convaincue que c'est la qualité de cette intervention-là qui m'a aidée à faire face à la musique. Carrément. Merci beaucoup, Karine. Je te cède la parole à Anne-Marie pour finir ta présentation. Après, on va répondre à quelques questions. Mais en fait, on a beaucoup de questions. Je ne pense pas qu'on va être en mesure de toutes les répondre, mais on va faire notre possible. Écoute, merci Karine pour le message d'amour aux infirmières pivots. Là. Je pense que j'ai une idée c'est qui ton infirmière pivot, fait que ça doit être touchant pour elle. Donc, en bref, il faut venir apprivoiser là, notre mot en R, la récidive, pour pas que ça reste une espèce de tabou, là, pour que surtout que c'est quand même assez réel en cancer de l'ovaire, ce qui fait que c'est très important d'avoir un suivi là, après vos traitements, soit par des prises de sang ou des imageries, puis même en surveillant ces symptômes. Puis on ne le dira jamais assez, n'oubliez pas de vivre dans cette période-là.
ne laissez pas la peur vous contrôler cette peur-là. Attention aux sources d'informations qui sont sur le web parce que justement, ça peut venir alimenter ces angoisses-là. Puis, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul, en fait. C'est la chose que je veux que vous reteniez là, de ma présentation, c'est pas mal ça. Là, vous devez vous demander pourquoi j'ai mis une image de pomme. Ça peut paraître bizarre, mais en fait, en cancer de l'ovaire, si on pense que toutes nos patientes, c'est des pommes rouges, ben en fait, il n'y en a pas une pomme de pareil. Donc, vous êtes toutes uniques dans votre parcours, puis ça, il ne faut pas le perdre de vue. Donc, là, je pense que ça va être les questions, commentaires, réflexions, songes. Merci beaucoup d'avoir écouté notre présentation et d'avoir suivi l'histoire de Karine, qui a quand même un parcours assez unique, puis quand même une manière assez dynamique de transmettre son vécu. Vu que la présentation est enregistrée, je vais juste laisser une page avec des liens qui sont quand même utiles pour vous là, pour le cancer de l'ovaire. Donc, merci d'avoir écouté la présentation. Merci beaucoup, Anne-Marie. Justement, la présentation est enregistrée. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui souhaitaient revoir la liste des symptômes à surveiller. Donc, dès demain, la présentation sera disponible sur notre site web. Donc, vous pourriez y retourner pour revoir cette liste-là. Donc, on y va avec les questions. Donc, il y a quelqu'un qui demande, lorsque nos symptômes sont légers, à quel moment devons-nous parler à notre équipe médicale? Parfois, les gens craignent d'appeler leur infirmière trop souvent. Puis, tu sais, je rajoute une autre sous-question. Tantôt, dans une de tes diapos, tu disais poser les bonnes questions. Mais c'est quoi les bonnes questions? Comment qu'on sait les questions posées, en fait? Ben, en fait, il n'y a pas de ligne directrice sur combien. Moi, je dis à mes patients, vous n'avez pas un quota là, pour m'appeler. Des fois, c'est surtout un symptôme qui va être soutenu. Là. Si vous avez une douleur, puis ça fait une douleur qui est arrivée une fois, c'est disparu, c'est peut-être relié juste à quelque chose qu'on a mangé, ben notez-le parce que c'est toujours important d'avoir une espèce de suivi par rapport à ça. Mais si ça fait 2 semaines que vous avez une douleur, c'est pas gros, mais c'est fatigant, bien, c'est notre rôle d'évaluer en fait. Là. Fait que c'est sûr que c'est important de nous appeler. Là. Puis comment bien se préparer? Bien, je pense que Karine a donné le meilleur exemple justement là, avec c'est d'arriver préparé, d'avoir pris des notes. C'est difficile quand mes rendez-vous sont au mois ou aux 3 mois de se souvenir ce qui s'est passé là, il y a 12 semaines. Donc, des fois, d'avoir un calepin puis justement de pouvoir identifier certaines tendances aux symptômes aussi, là, ça peut venir aider à structurer la rencontre. Parce que vous savez comme moi qu'avec les médecins, les cliniques sont pleines, c'est compliqué, ça va vite des fois. Fait que si je suis structurée, bien, je sais que mes questions les plus importantes vont au moins être répondues. Merci beaucoup. J'y vais avec une autre question. Étant infirmière qui travaille à Montréal, on sait que les ressources sont souvent plus nombreuses et concentrées dans les grandes villes. Une femme qui nous écoute ce soir et qui habite une région plus éloignée du Québec mentionne que son équipe de soins ne semble pas avoir les mêmes connaissances et ressources pour un cancer aussi spécialisé que le cancer de l'ovaire. Comment qu'on fait pour pallier à ça? C'est sûr qu'il y a quand même, on s'entend une disparité là, dans les régions. C'est sûr qu'à Maisonneuve-Rosemont, on est quand même un centre tertiaire. On a des médecins spécialisés en gynéco-oncologie, alors que dans d'autres centres, c'est des fois des oncologues qui vont faire la gynéco-oncologie. Par contre, le sujet de la présentation de la part de la récidive, honnêtement, que vous ayez un cancer du poumon, un cancer de la peau, un cancer du sein, cette peur au ventre-là reste la même, la base reste la même. Donc, que l'infirmière soit spécialisée en gynécologie ou pas, ben, l'attention qu'on va porter à ce symptôme-là devrait être le même, peu importe le centre hospitalier. C'est sûr que des fois, il faut peut-être un peu transiger au fait que ben, je n'ai peut-être pas l'accès ou il y a peut-être des délais d'attente. Ce qui fait que oui, malheureusement, c'est une triste réalité là, de notre système de santé. Par contre, une patiente informée en vaut 2 aussi. Là. Donc, des fois, sans nécessairement toujours se baser sur son équipe de soins, justement, Cancer de l'ovaire Canada, les guides préparatoires, là, les petits livres là, pour vivre c'est les petits livres là, que vous pouvez remettre aux patients, la Société canadienne du cancer. C'est toutes des ressources que vous pouvez aller chercher de l'information aussi pour peut-être vous sentir un peu plus outillé puis peut-être un peu plus soutenu aussi. Parce qu'un groupe de soutien, un espace partenaire, même s'il n'y en a pas dans votre hôpital, ben, il y en a des groupes sur l'Internet qui peuvent, maintenant avec la nouvelle technologie, le Teams, le Zoom, c'est quand même assez facile de rejoindre quelqu'un.
Merci beaucoup. Une autre question, est-ce que le taux de survie est augmenté pour le cancer de l'ovaire de haut grade diagnostiqué au stade 4 du péritoine? Si oui, c'est rendu à combien? Et est-ce qu'on peut le guérir ou est-ce qu'après le diagnostic, on vit toute la vie avec la possibilité d'avoir une récidive? C'est une question que malheureusement, je ne répondrai pas parce que je ne suis pas médecin et c'est tellement variable cas par cas. C'est sûr que si vous voulez des statistiques, la Société canadienne du cancer est quand même assez claire sur ses statistiques. Par contre, c'est une question que je vous suggérerais de poser à votre oncologue parce que, comme j'ai parlé plus tôt dans ma présentation, il y a quand même une liste assez exhaustive de facteurs qui peuvent rentrer en considération. Puis en bout de ligne aussi, ça reste des chiffres aussi. Là, fait que, c'est sûr qu'il y a des statistiques, c'est sûr, oui, il y a une tendance, mais c'est aussi du cas par cas. Absolument. Donc, à cette personne qui a posé la question, peut-être en parler avec ton équipe de soins. Une autre question. Je suis à ma 2e récidive et ma 5e ligne de traitement. Quel sera le nombre maximal de lignes de traitement s'il y en a? Ça aussi, je vais vous référer à votre oncologue. C'est tellement variable d'une personne à l'autre aussi. Là, c'est les lignes de traitement. Oui, il y en a. À un moment donné, c'est parce que ça. On va répondre. C'est sûr qu'il faut voir avec votre oncologue, premièrement, si le jeu vaut la chandelle, toujours. Parce que des fois, avoir de la chimio, puis si on rentre d'un traitement à l'autre pour se rendre à notre autre traitement, puis qu'on n'a plus de qualité de vie, bien, je pense que c'est une discussion que vous avez à avoir avec votre oncologue. Je ne peux pas répondre sur le nombre de traitements, sur le nombre de lignes. C'est vraiment en fonction de votre parcours unique à discuter avec votre équipe de soins. Merci. Je sais que c'est plate comme réponse, là, mais c'est... Mais c'est correct parce que ce qu'on a dit au ouais, début, ce sont du des cas cas par cas. uniques, c'est du cas par cas, donc c'est toujours une bonne idée de se référer à son équipe médicale. Donc là, j'ai une question peut-être plus d'ordre général. J'ai changé d'infirmière pivot en cours de route et je me sentais beaucoup plus près de la première. Est-ce courant de demander de changer? Je trouve cela inconfortable puisque c'est toutes des personnes qui travaillent au sein de la même équipe. Comment pourrais-je apporter le point? Ça, je pourrais peut-être laisser Karine répondre parce que je pense que c'est peut-être plus d'un point de vue patient aussi. C'est sûr que moi, comme infirmière pivot, on s'entend. On peut avoir des affinités avec certaines personnes. Des fois, ça ne clique pas. On reste humain parmi tout ça. Moi, mes patientes, le but, c'est qu'elle ait le meilleur suivi possible. Si je ne suis pas cette bonne personne-là, ben, c'est pas une. C'est vrai que c'est un sujet délicat, mais le but, c'est que vous ayez quand même cette qualité de soins-là. Puis le lien de confiance que vous avez avec votre infirmière pivot, là, c'est vraiment important. Ça vaut de l'or. Vous n'aurez pas tendance à vous dévoiler, à appeler si vous n'avez pas ce petit je ne sais quoi avec l'infirmière pivot. Mais Karine, je serais intéressée de voir ton opinion là-dessus. Moi, ça ne m'est pas arrivé avec une infirmière pivot, mais avec un médecin. Je ne sais pas qui suis-je pour donner des conseils, mais je trouve que ça a bien été parce que je l'ai verbalisé puis j'ai dit, écoutez, ça va sortir probablement tout croche et j'en suis vraiment désolée, mais je ne peux pas vous en parler. Et j'ai ramené ça à moi en disant, ben, je suis vraiment pas à l'aise avec il est arrivé telle situation, puis quand vous m'avez parlé, moi, ça m'a mis vraiment inconfortable, puis je suis craintive. Et là, ben, la personne, évidemment, ne voulait pas faire ça. Donc, et on a eu une conversation. Ben, moi, si ça m'arriverait, j'irais d'emblée. Ça prend du courage, il faut être gâté, mais on n'a pas le temps de passer à côté de ça ou de faire outre de ça. Puis je pense que c'est un beau cadeau. Si on a une amie ou une personne proche qui prend le temps de nous dire, sais-tu, Karine, je peux pas m'empêcher, il faut que je te le dise, je sais pas comment te le dire, mais je pense qu'on l'apprécie. On va apprécier que la personne elle nous le dise. Fait que moi, j'irais de cette façon-là. On peut être bien étonné quand on fait ça.
Merci beaucoup, Karine. En fait, il y a une autre question pour toi ici. Quelqu'un voudrait savoir, après combien d'années que tu as eu ta récidive, Karine? Je ne veux pas être alarmiste et je vais mettre un avertissement comme à Infoman. Avertissement, c'est mon histoire. OK? Donc, mon histoire, là, je veux que ça soit très, très, très clair. Alors, moi, j'ai eu une récidive. Je vais revenir. Écoutez, j'ai eu mon diagnostic 2017, fini mes traitements en mai 2018 et j'ai eu une récidive en juin 2019. Donc, 1 an après avoir fini mes traitements, ma première ligne. Alors, c'est ça. Et donc, là, je suis à ma 3e récidive. Là. Ça fait 5 ans que je suis dans cette aventure-là. Et je vais prendre une dernière question. Si nous voulons rechercher ou poursuivre des thérapies alternatives, existe-t-il un moyen de le faire en coopération avec notre oncologue? Je ne sais pas si Anne-Marie, comme tu es à l'aise de répondre. Qu'est-ce que vous voulez dire par thérapie alternative? Là? C'est sûr C'est pas que... spécifié. C'est sûr que le but de l'oncologue aussi, c'est toujours la meilleure pratique. Fait que c'est sûr que des fois, nous, c'est arrivé, nos patientes sont arrivées avec il existe tel protocole à recherche dans telle place. Bien, premièrement, c'est d'accueillir cette demande-là, hein, parce qu'il n'y a pas. C'est la première étape, puis surtout de voir est-ce que c'est quelque chose qui est sécuritaire, qu'est-ce que ça implique, est-ce que c'est crédible, est-ce que c'est réalisable. Parce que oui, des fois, la science, c'est ce qui va faire avancer le monde. Puis je pense que c'est important d'avoir cette ouverture-là avec son équipe de soins, justement, pour apporter. Nous, on aime ça, les patientes curieuses, là, on aime ça, les patientes qui nous arrivent avec des protocoles européens ou des choses comme ça là, parce que dans le fond, peut-être qu'un jour, ça va changer le monde. Là. Absolument. Bien, je pense que c'est tout pour les questions là, parce qu'on manque un peu de temps, mais soyez rassurés, les questions auxquelles on n'a pas répondu, on va les noter, on va prendre le temps de vous revenir dans les prochains jours. Avant de conclure, je demanderais peut-être à Anne-Marie et Karine de dire un dernier mot ou de partager c'est ça, une pensée ou un message à donner aux gens qui nous écoutent. Je vais laisser l'honneur à Karine de commencer cette fois-ci. Merci, c'est gentil. Je vais vous partager ce que ma psychologue une journée m'a dit et qui a, mon Dieu, je t'ai émue, mais qui a vraiment changé la façon que j'ai géré la suite des choses. Et c'est qu'elle m'a dit, elle dit, Karine, elle dit, t'es pas juste ça dans la vie. Donc, la maladie, c'est une très petite. De la façon qu'elle me voyait, elle disait c'est très petit face à tout ce que tu as. Et effectivement, et ça va être très, comment je vais dire, touchant, mais je me surprends, puis je l'ai même écrit. Ça va être gros, mais même si c'est pas agréable ce qui m'arrive, les récidives par-dessus récidives, c'est de plus en plus simple et c'est de plus en plus facile parce que justement, c'est pas toute ma vie. Je suis ben trop occupée, je dis toujours en blague, je suis ben trop occupée pour faire de la chimio. Donc, on est beaucoup plus que ça. Quel beau message. Merci beaucoup, Karine. Anne-Marie, est-ce que toi, tu aurais un message pour les gens qui nous écoutent? C'est sûr que je n'ai pas un message aussi touchant et émouvant que Karine. Moi, je vous dirais de ne pas oublier de vivre. Je sais que c'est simple, je sais que ça paraît une phrase super cliché, mais justement, comme Karine a dit, vous êtes plus que juste une maladie, vous êtes plus que juste une statistique, vous êtes plus que juste un cancer de l'ovaire qui va avoir des traitements et une récidive. Vous êtes des femmes, vous êtes des humaines, vous êtes des mères, des sœurs, des amis. N'oubliez pas de vivre. Wow, quel beau message. Je pense que vous n'auriez pas pu dire un meilleur message. Donc, merci beaucoup Anne-Marie et Karine d'avoir partagé vos expériences, vos trucs, vos conseils et vos connaissances avec nous ce soir.